Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Je me présente, Joël Valeret, 3e vice-président de la FTPE. Je me fais l'interprète de la FTPE pour vous souhaiter à tous la bienvenue, que vous comptiez déjà parmi nos adhérents ou que vous profitiez tout simplement de la circonstance pour venir vous informer. Nous sommes bien heureux de vous voir cet après-midi. Et nous espérons que la teneur de cette rencontre vous récompensera largement de l'effort que vous avez fait de quitter vos affaires respectives pour venir à l'information. Nous allons avoir plusieurs interventions. Les deux premières seront occupées par les responsables de la Fédération des très petites entreprises. Tout d'abord, M. Alan Nagam, qui est le président de la FTPE au Guadeloupe, en même temps que président de la FTPE Outre-mer. C'est lui qui prendra la parole dans un premier temps. Nous sommes toujours très, très contents de l'avoir parmi nous. Et souhaitez-lui la bienvenue avec moi par moi-même. Et il sera suivi par notre président de la FTPE Martinique, Philippe Negoué, qui prendra la parole après. Je laisse donc le micro au président Nagam. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de discourir, parce que c'est à vous de nous dire ce que vous nous proposez. Mais, monsieur le ministre, candidat à la présidence de la République, c'est un honneur de faire ce chemin en marche. Mais, monsieur le ministre, vous savez que vous êtes au souffle nouveau, avec une pensée économique claire. Mais la TPE que nous représentons souffre. Souffre tellement qu'il nous est difficile de voir venir, partir et être oublié. Donc, nous souhaitons que vous feriez mentir cet adage. Donc, bienvenue à la Martinique, dans ce monde de travailleurs, à la FTPE particulièrement, un monde de travailleurs acharnés. Et quand je dis acharné, il y a un président FTPE Martinique qui vraiment est déterminé à faire évoluer le monde économique de la Martinique. Donc, bienvenue. Bonsoir les amis. Ah, je sens l'énergie, super. Bienvenue à Monsieur Macron. Donc, merci beaucoup. C'est une belle dynamique. Nous espérons qu'il aura des messages sincères et forts. Je lui ai dit, lorsque je l'ai reçu à l'instant, je l'ai un peu observé. Donc, nous espérons, nous mettons toute notre confiance et nous espérons que vous allez être un grand militant de la très petite entreprise qui a pendant longtemps, durant des années, été oubliée, malheureusement. Donc aujourd'hui, je ne vais pas reparler de toutes les problématiques des TPE, je pense que vous les connaissez très bien. Les relations avec les tiers et tous les tiers sont extrêmement difficiles. Les banques, le RSI, les fournisseurs, parce que nous, certaines de nos TPE ont des fournisseurs en Italie, en Espagne, etc. Donc nous sommes dans une île insulaire, donc nous avons toutes les problématiques des îles insulaires, donc le transport qui est plus cher, les coûts d'approche qui sont plus chers, et nous payons et nous subissons les mêmes charges pratiquement que dans l'Hexagone, ce qui pour moi n'est pas normal. Donc j'espère vraiment, en tout cas nous sommes prêts à travailler avec vous sur le programme ce qui concerne les TPE. Voilà un petit peu rapidement ce que je voulais dire. Je vais vous passer la parole, je sais que le temps est compté. Et puis j'ai envie de vous dire, bienvenue en toute simplicité à la FTPE. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il s'agit d'accueillir notre visiteur comme il se doit. Et que je vous le présente un petit peu, même s'il a à peine s'il a besoin d'être présenté. Il est de ceux qui ont saturé les médias tous ces temps derniers. Donc je ne vous apprendrai peut-être pas grand-chose. Mais quand même, qu'il soit dit cet après-midi que nous avons affaire à quelqu'un
qui est diplômé de Sciences Po à Paris, où il a ensuite fait un cursus universitaire à Nanterre. En 1999, il a été assistant du philosophe Paul Ricoeur et participé à la rédaction de l'un de ses derniers ouvrages. Président Nagam, l'ouvrage auquel M. Macron a participé pour sa rédaction s'intitulait « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Il va falloir que vous répondiez de ça, monsieur. Ensuite, après une maîtrise de philosophie sur Machiavel. Vous avez un lourd passé, monsieur. Donc, après une maîtrise de philosophie sur Machiavel, il rédige son mémoire de DEA sur, quand même, l'intérêt général, lecture et principe de la philosophie du droit de Hegel. En 2002, il se dirige vers la haute fonction publique et intègre l'ENA, la promotion Léopold Sédar Senghor, d'où il sort diplômé en 2004. Il débute sa carrière à l'inspection des finances, d'abord inspecteur adjoint en avril 2004. Il devient inspecteur des finances en octobre 2005. En juin 2007, il est chargé de missions auprès du chef de service de l'inspection générale des finances. Et en 2008, il bifurque. Il se retrouve à la banque Rothschild, qu'il engage quand il a 30 ans. Son ascension au sein de la banque d'affaires est fulgurante. Il en devient associé gérant en décembre 2010, si mes notes sont exactes. En mai 2012, il accepte la proposition de François Hollande, rencontré en 2007 lors d'un dîner chez Jacques Attali. Vous confirmez? Vous savez tout. À rejoindre l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint de la présidence. Le 26 août 2014, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique dans le deuxième gouvernement de Manuel Valls. Le 30 août 2016, Emmanuel Macron annonce sa démission du gouvernement. Il est déjà en route vers la candidature à la présidence de la République, puisque le 16 novembre, il annonce officiellement cette candidature à l'élection présidentielle 2017. Ce qui nous intéresse, nous, FTPE, c'est de savoir quelle importance le candidat accorde aux très petites entreprises et qu'est-ce qu'il entend mener comme action pour favoriser le développement de cette composante économique et politique essentielle de la vie française. Et nous serons très attentifs, M. Macron. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et là-bas. Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous ce soir. D'abord parce que, au-delà de ce déplacement Martinique et des échanges qu'on va avoir, le sujet en effet des très petites entreprises, vous l'avez évoqué, est un sujet essentiel. Il l'est encore plus ici parce que c'est de loin le principal levier de création d'emplois et c'est là où se trouve la réponse au défi du chômage et en particulier du chômage des jeunes. Pourquoi ? Parce que qui crée aujourd'hui de l'emploi en France ? De moins en moins les grands groupes, quasiment plus, ils sont plutôt en phase de restructuration sur le territoire français. Ils vont chercher la croissance ailleurs. Ils ne s'installent pas en Martinique, ou de manière très anecdotique ces dernières années. Les entreprises de taille moyenne et intermédiaire cherchent plutôt des marchés export, mais créent assez peu d'emplois sur leur marché domestique. Et donc, l'emploi est créé par la création de TPE ou le développement de TPE en PME. C'est là qu'on a la mère des batailles, et c'est en effet un chantier qui est économique, politique et social, parce que c'est là qu'on va développer la capacité à répondre à ce défi. Alors, de quoi, de mon point de vue, ont besoin les TPE pour réussir, puis c'est l'échange qu'on va avoir, et sur quoi je m'engage. D'abord, de la stabilité. Moi, je pense que de la stabilité et de la visibilité. C'est essentiel d'avoir une vision claire de ce vers quoi on va. Le problème français est un problème d'instabilité permanente, et donc sur ce sujet, moi, je me suis engagé à une chose très simple sur la loi fiscale, c'est de dire on change la loi fiscale une fois dans le quinquennat. Et donc, engagement par loi organique de ne pas changer une disposition fiscale qui a été modifiée plusieurs fois dans un quinquennat. On dit dès le début où on veut aller, on fixe la règle du jeu et on va jusqu'au bout ainsi.
pas de modification permanente. Si on doit faire une évolution en plusieurs années, on l'a dit dès le début, pour qu'il y ait une prévisibilité, une lisibilité. Sur le plan du droit du travail, la réforme des prud'hommes que j'avais commencé à porter comme ministre de l'économie, qui a permis de raccourcir les délais et d'avoir un référentiel, elle doit être terminée. Et donc ce que je porterai, je l'avais d'ailleurs fait en août 2015, mais ça avait fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel, c'est un plafond des dommages et intérêts au prud'homme. Pourquoi ? Parce que pour un employeur, un petit employeur, l'incertitude liée à la justice prud'homale et la volatilité des dommages et intérêts potentiels est de nature à dissuader à l'embauche, il faut bien le dire, c'est ce qui se passe. Un grand groupe n'a pas de problème avec les prud'hommes. Bien souvent, le patron ne sait même pas combien il en a. Un salarié qui est cadre ou cadre supérieur n'a pas de problème avec les prud'hommes, il n'attend pas ses dommages et intérêts, il a retrouvé un job et il sait vivre. Les prud'hommes ont deux victimes, les salariés les plus modestes et les petits patrons. Et quiconque a déjà été au prud'homme, c'est l'incertitude, le temps que ça prend. Donc, renforcer la conciliation, donner une visibilité par un plafond est une réforme à mes yeux essentielle. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, il y a le sujet qui est lié au niveau des charges et des cotisations. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire le prélèvement fait sur le travail. Et là, les très petites entreprises ont le même problème que tout le reste de l'économie, mais il est encore plus décisif. C'est qu'on a un financement de notre modèle social qui repose sur le travail. Ça a été créé en 1945, c'est le Conseil national de la résistance qui sort avec cet équilibre, c'est un modèle d'assurance et complété dans les années qui suivent. Tant et si bien qu'en effet, on finance tous les grands risques sociaux, la retraite, la santé, le chômage, la formation continue, etc., sur le travail. Or, ça n'est plus soutenable et ça n'est plus pertinent. C'est plus soutenable parce que tout ça fonctionnait tant qu'on avait le plein emploi. Pendant les 30 Glorieuses, ça marchait bien. Mais à mesure que le chômage de masse a gagné le pays, et ça fait près de 40 ans qu'on ne sait pas le régler, le chômage de masse. La France étant l'un des seuls pays européens dans cette situation, la base taxable se réduit. Et donc les charges en proportion augmentent toujours sur celles et ceux qui travaillent et qui embauchent ou qui pourraient embaucher. Et en même temps, on est rentré dans une révolution industrielle très profonde où le travail est menacé, percuté par les innovations technologiques, la robotisation, le logiciel, le numérique. Et donc si on reste à financer notre modèle sur le travail, honnêtement, il n'y a plus beaucoup de perspectives. Et donc, moi, ce que je veux faire, ce sur quoi je me suis engagé, et les annonces que je veux ici vous confirmer, c'est un changement profond qui consiste à poursuivre et stabiliser l'allègement de cotisations patronales et créer des allègements de cotisations salariales. Ce qui, pour celles et ceux qui sont d'ailleurs, en tant que TPE, indépendants, est quelque chose qui va évidemment leur bénéficier, puisqu'un indépendant paye les cotisations et patronales et salariales, comme vous le savez. Et donc, pour ce faire, je m'engage à transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi, en gardant la majoration outre-mer, en allègement de charges, dès la première année, de manière stable et pérenne. Pourquoi ? Parce que, c'est beaucoup plus clair, on l'a dès l'exercice d'exploitation, on ne le touche pas 1 an, 2 ans ou 3 ans après, quand on paye l'impôt sur les sociétés. 2, c'est beaucoup plus lisible parce qu'on l'a dans la marge et pas au niveau du résultat. Et ça augmente la capacité à investir, à embaucher et la visibilité aussi sur sa situation bancaire. Ce que ne permet pas de faire un crédit d'impôt de manière totalement satisfaisante. Donc ça, c'est le premier point, ce qui conduira pour l'outre-mer à avoir une baisse de 8 points de cotisation patronale. Sur la part salariale, je supprime la cotisation chômage et la cotisation maladie, ce qui fait 3,1 points de charge salariale, tout salaire confondu, ce qui permet d'améliorer le salaire net pour un salarié, mais pour un entrepreneur, de réduire là aussi les charges sur sa part salariale. Ce qui fait, vous le voyez bien, plus de 10 points d'allègement de charges pour un indépendant, ce qui est significatif, quel que soit, plus de 10 points jusqu'à 2,5 SMIC, puisque c'est le ciblage du crédit d'impôt compétitivité emploi, mais les 3,1 points salariales vaut pour tout le spectre, ce qui fait que pour un indépendant qui gagne 3 ou 4 SMIC, il a cet allègement. Pourquoi je fais tout ça ? Parce que d'abord, ça allège les charges, et donc c'est à mes yeux très important, c'est un objectif de compétitivité, d'emploi et de pouvoir d'achat. Les trois réunis. Et c'est ce dont les très petites entreprises ont besoin pour justement fonctionner de manière, pour moi, beaucoup plus pertinente.
une fois que je dis ça, je rapproche, ce faisant, la couverture contre le risque des indépendants et des très petites entreprises, parce que dans le même temps, vous le comprenez, je finance le chômage non plus par les cotisations, mais de manière solidaire, par l'impôt. Et donc, tout le monde devient éligible au risque au chômage. Ce qui veut dire qu'un patron de TPE, qui aujourd'hui, s'il est en faillite, n'a rien, a le même droit au chômage qu'un salarié dans le système que je propose. Parce que c'est une protection aujourd'hui nécessaire pour toutes et tous. Pourquoi ? Parce que le risque au chômage n'est plus un risque individuel qui ne touche que le salarié. Il touche tous les entrepreneurs, tous les salariés, indépendamment de ce qu'il peut d'ailleurs cotiser par lui-même, puisque c'est devenu un risque économique et social. Ça dépend de la dynamique des secteurs, de la disruption, comme on dit, de ces secteurs par le numérique ou par telle ou telle concurrence. Et donc, il est normal de le socialiser, avec de l'autre côté un système de droits et devoirs, ce qui veut dire que les indépendants, les entrepreneurs, comme les salariés qui seront demain au chômage, auront tous accès à ce dispositif de manière égale et transparente, mais en même temps avec un système de droits et devoirs beaucoup plus contraignant, ce qui fait que vous n'aurez plus la possibilité de refuser de manière répétée des offres d'emploi qui sont cohérentes avec votre formation. Droits et devoirs. Et donc, là, vous n'aurez plus aussi cette situation que vous croisez parfois. Vous avez des gens au chômage qui disent « j'ai le droit au chômage, je refuse cette offre ». Non, c'est une solidarité nationale. Vous n'avez plus un système de cotisation, donc vous n'avez pas un droit acquis des cotisations sur le chômage. Donc, quand on vous offre quelque chose, vous avez une offre d'emploi décente, vous devez la prendre. Ce qui, là, pour moi, est une réponse qui permet d'ailleurs de financer cet élargissement, c'est l'obligation faite aux demandeurs d'emploi traités, eh bien, d'accepter l'offre d'emploi qui correspond à leur qualification. C'est un système plus responsabilisant, plus transparent et plus juste, et qui changera la vie, là aussi, des entrepreneurs. La conséquence de tout ça, c'est que, vous l'avez bien vu, j'allège les charges patronales et salariales, et donc les charges des indépendants, des patrons de TPE, PME, de manière substantielle. Mais en même temps, il y a un élément de simplification qui en découle, il est relatif, vous l'évoquiez, au RSI. Je l'ai annoncé il y a 2 jours, je supprimerai le RSI en tant que caisse indépendante. Pour une raison simple. Non mais... Non mais... Non mais, ça s'inscrit dans un tout, pour une raison simple. Non mais, pour une raison simple, il faut faire attention. Le RSI, je garde les allègements de charges qui vont avec les indépendants. Vous payez moins de charges que sur le régime général. Donc ça, il faut le préserver. S'ajoute à ça les allègements de charges décidés. Par contre, quand je dis je le supprime, c'est que la gestion faite par le RSI n'est plus possible. Et elle est à la fois nuisible aux indépendants, elle est coûteuse sur le plan de la gestion publique, et elle est inefficace. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas dans quel secteur, vous êtes à peu près dans tous les secteurs, m'a-t-on dit, d'activité, mais celles et ceux qui sont dans l'informatique et le logiciel le savent, quand vous gérez une quantité plus petite d'individus, mais vous avez ce qu'on appelle des dysynergies. Vous perdez en efficacité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme le RSI a mis en place ses propres logiciels, sa propre gestion, les délais sont beaucoup plus grands, il y a infiniment plus de ratés, des procédures judiciaires, un service qui n'est pas de qualité. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est d'avoir un guichet spécifique pour les indépendants, parce que vous n'avez pas les mêmes cotisations et les mêmes contraintes, avec donc une plateforme qui permet en temps réel de répondre, mais un adossement sur les systèmes de gestion du régime général pour que vous ayez droit à la même qualité de prestation que quelqu'un qui est au régime général, c'est-à-dire le traitement en temps réel. On ne peut pas, je vais être très clair avec vous, demander aux entrepreneurs individuels de gérer demain le prélèvement à la source, ce que je suis en train de revoir, et là je donnerai en janvier mes décisions sur ce sujet, pour dire les salariés doivent être traités en temps réel, et de l'autre côté, avoir un traitement pour les indépendants qui lui a le droit d'avoir 3 mois, 6 mois, parfois 1 an de retard, à la charge des mêmes. Donc ça n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer le régime, parce que je pense qu'il est devenu inadapté. Donc ça, c'est, si vous voyez sur la dynamique des charges, la structuration et le RSI, un point très important. Et puis, il y a un sujet qui est essentiel, je l'évoquais tout à l'heure en parlant des prud'hommes, et je conclurai là-dessus avant de répondre surtout à vos questions, c'est le sujet de la complexité normative. Il y a beaucoup de normes qui doivent être adaptées à la dynamique locale. J'en ai parlé ce matin avec le président Marie-Jeanne, j'en ai parlé aussi avec le président Chalus pour la Guadeloupe.
moi, je veux travailler dans le cadre de l'article 73 de la Constitution qui permet de déléguer aux collectivités territoriales la capacité à prendre les règles dans des domaines qu'on définit. Ce n'est pas l'autonomie, ce n'est pas ouvrir l'article 74, je ne veux pas rentrer dans des débats trop techniques, mais c'est la possibilité par une habilitation de dire sur le système des marchés publics, sur tel ou tel système où la réalité géographique n'est pas la même, sous le contrôle de l'État républicain. Il ne s'agit pas de dire on abandonne l'égalité républicaine, ça se joue dans la République et dans le cadre de la Constitution. On doit pouvoir adapter des sujets normatifs. On a commencé à le faire sur l'énergie, il faut aller beaucoup plus loin. Quand on parle d'énergie, les règles, moi je pense surtout à l'énergie et au transport, parce que dans ces domaines-là, les règles ne sont pas les mêmes quand on est dans une île à 7000 km de Paris et quand on est dans le territoire hexagonal, d'évidence. Et donc sur ces sujets de production énergétique, sur ces sujets de production agroécologique et de transport, il faut qu'il y ait une adaptation, une plus grande simplicité de la norme. Surtout, et là ça touche aussi les territoires ultramarins, j'ai annoncé il y a 10 jours ma volonté de mettre en place un droit à l'erreur. C'est-à-dire de changer la logique et l'organisation du contrôle par les services administratifs, fiscaux, droit du travail, hygiène et sécurité, environnement, qui consiste à dire, hormis dans le cas de la mauvaise foi et du pénal, où là il y a des sujets graves, quand quelqu'un utilise fraude au travail détaché, fraude à la sécurité ou à l'hygiène, il est évident que là il n'y a pas de concession à faire. Mais pour tout le reste, c'est un droit à l'erreur où, lors du premier contrôle, l'administration est en fonction de conseils et d'accompagnement et pas de sanctions. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, un patron qui oublie de déclarer aux URSSAF la prime de Noël, il l'oublie, ce n'est pas par volonté de frauder. S'il est attrapé par les URSSAF, il se prend tout de suite la majoration pour mauvaise foi. Par principe, je veux sortir de cette logique. Ce n'est pas d'ailleurs une invention géniale, hein, je dois vous le dire. C'est ce que font les anglo-saxons, qui marchent très très bien. Vous allez en Grande-Bretagne, pourquoi justement les TPE deviennent PME, ETI beaucoup plus vite? Parce que l'administration est dans cette logique. Elle va vous voir la première fois, elle dit là, vous avez mal fait. Et bien souvent, les TPE, quand elles font mal, c'est qu'elles n'ont pas une direction juridique qui permet de répondre à la complexité de la loi, qu'elles n'ont pas voulu frauder, il n'y a pas d'intentionnalité. Et donc partout où il n'y a pas de la mauvaise foi évidente et évidemment un risque pénal, je souhaite qu'il y ait ce droit à l'erreur et donc un changement du regard de l'administration qui va être plus en conseil et accompagnement qu'en sanction immédiate. Voilà ce que je voulais vous dire de à la fois ma vision des TPE et des engagements qui sont les miens dans le cadre du programme. Merci beaucoup. Mais je réponds surtout à vos questions. Je tiens à m'excuser auprès de M. Gama, que je n'ai pas accueilli comme il le fallait. Je ne lui ai pas souhaité la bienvenue. Il est le porte-parole du mouvement En Marche qui gère la campagne de M. Macron. Donc, bienvenue à vous, M. Voilà. Question donc, mesdames et messieurs. Gérard Lacombe, président de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Bienvenue. Merci, Joël. Monsieur le candidat, vous n'avez pas parlé d'Europe, je le conçois très bien. On fera court puisque le temps nous est compté. On va faire un focus, si vous le voulez bien, sur le FSE et les TPE et les TTPE, c'est-à-dire les très très petites entreprises que sont les associations. Devant le FSE, nous avons un problème. Nous devons faire l'avance des fonds et puis après on verra bien quand on sera remboursé. La gestion même est très délicate, si bien que là en ce moment, nous avons un certain nombre d'associations qui n'ont pas reçu les fonds depuis 2013. Et alors, les fonds vont arriver certainement, mais le médicament arrivera lorsque le malade est mort. Alors, je souhaite que vous me demandiez quelle est votre vision sur cette partie, au moins, des fonds européens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons donc prendre toutes les questions et M. Macron y répondra ensuite. Ça nous permettra d'aller plus vite. Autre question? Oui. Alors, bonsoir, M. Macron, et bonsoir à tous. Alors, je suis M. Loga, Société OpenXDom. Donc, vous m'avez lancé une double perche, parce que vous savez parler d'informatique
et aussi d'appels d'offres. Ma question concerne essentiellement les logiciels libres, parce qu'actuellement, on a une politique au niveau des appels d'offres qui sont uniquement tournés autour des logiciels propriétaires. On connaît déjà le coût exorbitant des solutions propriétaires. Vous l'avez d'ailleurs dit pour la partie du RSI, où est-ce qu'on a des logiciels qui sont isolés. Et il y a aussi des réponses à ces logiciels isolés qui sont les problématiques des logiciels open source qui peuvent répondre à ce genre de problématiques. Donc, est-ce que vous êtes un candidat qui est en faveur des logiciels dans les appels d'offres, dans la fonction publique de façon générale? Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Nathalie Jeanne-Rose, maire de Saint-Liguès, Bienvenue, monsieur le maire. vice-président de la communauté du centre. Donc, j'aurais bien aimé qu'on en discute très longtemps, autant sur les petites entreprises, les moyennes, mais aussi la politique générale, que vous avez lancé une perche aussi. C'est concernant, vous avez dit que vous voulez rénover, moderniser la Constitution, puisqu'il faudrait bien que il faudrait passer au Conseil constitutionnel aussi pour pouvoir aménager et donner les moyens, des compétences aux collectivités, surtout aux communautés d'agglo. Mais ça nécessitera des solutions d'amorçage, des moyens d'amorçage. Je veux dire que lorsque les collectivités, les EPCI ont commencé leur mandature, nous avons eu quand même des dotations d'amorçage. Malheureusement, pourquoi nous sommes en dèche maintenant avec l'effort demandé par l'État, puisqu'on n'a pas tenu compte de nos spécificités, puisque c'est comme ça que ça se déroule, eh bien, on voudrait aussi que, ok, pour les nouvelles compétences, mais il faudrait aussi qu'on maintienne aussi les moyens, même s'il le faut dégressif. Donc c'est pour ça que c'est cette question que je voulais. Est-ce que vous allez maintenir les moyens? Est-ce que vous allez donner les moyens avec les nouvelles compétences que vous avez suggérées il n'y a pas 5 minutes? Merci. Ok. Autre question? Juste derrière, il y a une main qui est levée. Bonsoir Monsieur Martin, Philippe Delambre, anti-immobilier FWI, Martinique Gestion et Syndic, je suis juste à côté. Voilà, j'aurais une question à vous poser, ou plutôt un constat. Dans le métier que je fais, on est bien souvent confronté à des soucis avec des locataires. Et quand on parle un petit peu de fluidifier l'économie, on se rend compte la plupart du temps qu'il y a des gens qui pourtant travaillent, et des indépendants notamment, qui n'ont pas de CDI, ne peuvent pas louer d'appartements ni de maisons, ne peuvent pas faire de crédit, parce que justement on est face au sacro-saint CDI, et que régulièrement, avec notre garantie de loyer impayé, on refuse des gens qui pourtant pourraient certainement payer, alors que d'autres, et même des fonctionnaires, parce qu'ils sont malhonnêtes, ne payent pas. Et on se retrouve bloqué comme ça, en fait, avec finalement ce problème de CDI qui prive une grande partie de la population du droit juste au logement. Voilà. Merci beaucoup, madame ici, et ensuite madame là-bas. Bonsoir Monsieur Macron. En fait, je suis responsable qualité à la CGZ de Martinique, surtout par le coup de tomate par rapport à RSI. En fait, je souhaite monter une entreprise en seconde activité depuis près de 4 ans. Je me retrouve face à un litige avec le fils d'une voisine où je paie sans arrêt en fait en procédure. J'ai dépensé plus de 8 000 € en procédure. Et je me retrouve face à des situations complètement paradoxales où je vais dans une administration, on me dit A, et dans une autre, on me dit B. Donc je voudrais savoir quelle solution vous comptez justement apporter à cette fluidifier, une solution justement pour fluidifier justement ces procédures, surtout judiciaires, qui alourdissent justement en fait les chefs d'entreprise au montage même des entreprises, à la création des entreprises. Merci. Très bien, merci. Madame, là-bas. Oui, Monsieur Macron, bonjour. Bonsoir plutôt. Madame Rizoli. Moi, je vais vous interpeller sur quelque chose qui est général, pas seulement pour les TPE. On est sur une île et on paie en fait le fait d'être sur une île. Quand on regarde les assurances, nos banques, de plus en plus, on a de moins en moins de vis-à-vis avec des personnes. On a plus souvent des automates,
Aujourd'hui, il faut avoir un ordinateur. Et pourtant, nos frais sont toujours de plus en plus élevés. Ça, c'est pas normal. Ça, on parlait d'allègement des charges sociales et patronales, mais il faudrait également nous alléger sur ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est une île, le marché, il est restreint, quoi. Donc, surtout pour les TPE. Quand on est en moyenne, quand on est une entreprise moyenne, on peut aller voir ailleurs, mais quand on est TPE, c'est plus difficile. Merci beaucoup. Oui, bonsoir Monsieur Macron. Juste une question. Nous sommes des TPE et des PME qui sommes présents ici ce soir. Nous sommes un département, enfin un territoire français d'Amérique. Nous sommes dans un environnement caribéen. Est-ce qu'il ne vous semble pas logique que les entreprises de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane soient les premières à accompagner le chef d'État, à accompagner les ministres quand ils vont dans des pays de la Caraïbe ou d'Amérique, Amérique depuis du nord au sud, depuis le Canada en passant par les États-Unis jusqu'au Brésil ou l'Argentine, en priorité, d'autant que nous sommes dans un secteur où nous sommes contraints, comme le disait Madame, par l'exiguïté du territoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'il ne vous semblerait pas logique, puisque nous sommes français, et comme vous le savez depuis 3 siècles, est-ce qu'il ne serait pas logique que les représentations diplomatiques de la France soient en partie faites également par des ressortissants de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane? Merci. Oui. Bonsoir Monsieur Macron, bonsoir Mesdames et Messieurs. Monsieur Macron, en tant que candidat, avez-vous pensé à faire quelque chose pour la continuité territoriale en matière des sujets de communication, de télécommunication et puis de transport? S'il vous plaît, merci. Bonsoir Monsieur Macron, Annick Duthéo, donc je suis styliste et donc je fais partie des très petites entreprises. Je me permets de vous interpeller en fait pour savoir si vous avez envisagé de rétablir une certaine égalité entre le secteur du privé et le secteur du public, puisque bien souvent on observe en fait une certaine disparité, notamment par exemple sur la période de carence ou autre. Donc ça serait bien voilà, d'y penser. Très bien, très bien. Je crois que nous allons laisser à M. Macron la possibilité de répondre. S'il y en a encore une ou deux, je peux. Il y en a encore une ou deux. Oui, D'accord. Donc il y avait Madame ici au deuxième rang et ensuite on a 10 minutes encore. Monsieur. On a 10 minutes. Bienvenue Monsieur Macron, Jacques Bonnet, Potentiel Plus International. J'ai été expatrié au Canada pendant quelques temps. J'ai créé une entreprise. Ce fut un véritable charme. Créer une entreprise en France, c'est galère. Et il n'y a pas que le RSI qui doit être réformé. Il y a également le CIPAV. C'est vraiment une arnaque. Il faudrait que vous vous penchiez sérieusement là-dessus, que vous ayez des gens, il y a des audits qui sont faits, et il y a vraiment des choses scandaleuses. Donc ça serait vraiment important pour le dynamisme de nos entreprises de vous pencher également là-dessus. C'est clair et c'est net. Madame. Bonsoir Monsieur Macron, Madame Proche, Centre de formation Objectif. Je vous interpelle sur le fait que la formation professionnelle fait partie de l'insertion des jeunes comme des seniors. L'année dernière, donc 2015, a été une année très compliquée donc, par le fait qu'il y a eu la réforme sur la formation professionnelle. On nous annonce dès janvier 2017 la réforme qualité. Ça nous met tous face à une obligation d'avoir des labels qualité, donc d'acheter des labels qualité. Je suis en plein audit et je ne trouve pas normal qu'il nous faille, nous, chefs d'entreprise, payer fortement un label. Par avant, déjà j'ai payé par avance un label, je ne sais pas si je l'aurai. Vous le payez à qui là aujourd'hui? Bureau Veritas. Donc je suis accompagnée par un cabinet conseil sur la Martinique, donc j'ai déjà eu 3 audits. J'ai un audit blanc le 16 janvier et Bureau Veritas devrait passer fin janvier, début février, pour encaisser 1300 € hors frais d'hébergement, hors frais d'avion, donc c'est leur revenu, voilà, on paye un label. Ça, c'est une chose. Et par rapport à votre projet d'allègement de charges et effectivement permettre les embauches, moi j'ai un centre de formation depuis 3 ans, je travaille seule, j'ai besoin d'avoir une assistante parce que pour développer ça, il faut forcément être sur le terrain. Au regard de coûts d'embauche, je ne suis pas pour l'embauche d'un jeune parce que confier une entreprise à un jeune qui n'a pas d'expérience, je ne le sens pas. Par contre, est-ce que vous avez pour projet de mettre en place des contrats favorisant l'embauche des seniors? Parce que je suis senior et il y a des femmes qui ont encore des enfants qui font des études et ce serait très bien qu'on pense social. Juste sur la labellisation à laquelle vous faites référence, il s'agit de quoi que je comprends? La formation professionnelle continue pour adultes.
parce qu'à partir de janvier 2017, malheureusement, on a obligation. Oui, d'accord, c'est la loi de 2015, ok. Oui, mais ça va très très loin parce que après 4 audits, on fouille dans tous les documents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 95 points sur 100. On nous demande à nous, chefs d'entreprise, de contrôler les formateurs indépendants. On nous demande à nous de faire un peu la police, vérifier s'ils payent leur cotisation sociale et fiscale, s'ils sont à un jour de leur cotisation, vérifier leur code APE, le numéro INSEE, si le numéro d'activité est toujours actif. On a chose à faire. On a besoin d'eux, c'est notre carburant. Donc on nous demande à nous de faire le travail de l'État. Voilà. Donc il y a très belle chose à faire dans la formation professionnelle, mais au bout de 3 ans, je démarre ma 4e année, on s'épuise. Parce que chaque année, ça coûte de l'argent. Et je suis gérante non salariée, et je peux vous dire que si j'ai pris le SMIC, j'ai de la chance. Voilà, avec les heures qu'on fait. Merci. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore une question? Oui. Bonsoir, M. Macron. Une question s'agissant des mesures que vous comptez prendre pour l'administration centrale, parce que toutes les propositions des politiques sont quelquefois pleines de bonne volonté, mais se heurtent à un fonctionnement qui existe avant que le candidat n'arrive et ne soit président, parce qu'il y a de l'inertie, il y a quelquefois une mauvaise connaissance des sujets, et donc il me semble qu'il y a une vraie nécessité de faire en sorte que l'administration centrale se réforme pour pouvoir être plus réactive, pour suivre l'innovation que vous préconisez et qui est effectivement qui est attendue. Mais encore faut-il que la structure même de l'État et de l'administration centrale suivent. Très bien. Merci à vous. Alors, je vais essayer de reprendre chacun des points qui a été mentionné. J'en ai noté 12, il y a eu 12 questions. Peut-être pour dire, j'ai bien noté, monsieur, hein, c'était le 10e point sur CIPAV et les autres points, donc on va regarder ça de près. De même, madame, sur la justice commerciale, j'ai bien noté votre remarque. Je n'ai pas de réponse toute faite. Je l'ai sur la justice prud'homale, telle que je l'évoquais, parce qu'elle prend beaucoup de temps. C'est une contrainte identifiée. Et donc là, il y a une réforme qui est passée. Et je vous ai dit comment je voulais la parachever. Sur la justice commerciale, on va regarder ça de près. Je n'ai pas aujourd'hui de proposition de nature à répondre au cas particulier que vous avez soulevé, mais j'ai bien noté vos 2 points. Sur le sujet du FSE, plus largement hein, sur ce que vous avez décrit, qui est une contrainte pour les associations comme les petites structures, en effet, soit d'avance de financement, soit de complexité du dossier. Parce que le dossier d'instruction, bien souvent, est extrêmement complexe. C'est la même chose qu'on voit pour les fonds FEDER, ou pour beaucoup d'entreprises et de projets. Ce sont des dossiers très complexes pour les petites structures. Là-dessus, c'est un guichet simplicité. Alors, je rappelle que sur la plupart de ces fonds, la délégation a été faite aux collectivités régionales. Et donc là-dessus, il y a un travail. J'en ai parlé avec les 2 présidents que j'ai vus, puisque c'est un sujet très sensible pour les territoires ultramarins. Parce que quand on regarde la quantité des crédits sur FSE et sur FEDER qui sont non utilisés, c'est assez préoccupant. Alors même qu'il y a des besoins. Donc le problème, ce n'est pas un problème d'allocation de ces besoins, c'est qu'on n'arrive pas à les utiliser parce que les acteurs économiques qui sont derrière ne sont pas accompagnés ou que la nature des dossiers qui leur est demandé est totalement inadaptée à leur réalité. Donc il y a un guichet de simplification, si je puis dire, à mettre en place pour permettre d'avoir une procédure allégée pour les plus petits dossiers et les premières offres. C'est comme ça que je veux pouvoir avancer. Transition sur un point que je voulais évoquer, puisque vous m'aviez posé la question, je n'y ai pas répondu tout à l'heure, sur les délais de paiement des collectivités publiques qui touchent particulièrement les TPE-PME. Vous savez que normalement, les collectivités publiques sont engagées, comme l'est l'État, sur des délais de paiement qui sont maintenant d'ailleurs à 30 jours en moyenne, ça dépend des catégories, mais c'est 30 jours. Là où la loi LME met pour les entreprises 60 jours, aujourd'hui, on observe évidemment un non-respect de ces délais de paiement pour les collectivités publiques qui est extrêmement important, en particulier dans les territoires ultramarins. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de collectivités qui sont en situation financière extrêmement difficile, voire sous tutelle, et qui ajustent sur les fournisseurs. C'est ça le vrai problème. Et donc là-dessus, je considère pour ma part que les contrôles doivent être renforcés. Moi, je les avais en tant que ministre renforcés sur les entreprises publiques et privées. Simplement, la loi ne prévoit pas des contrôles sur les collectivités par la DGCCRF, parce que ce sont des collectivités publiques, et l'État a assez peu de moyens d'intervention sur des collectivités publiques en raison de la libre administration des collectivités territoriales. Et donc, il y a 2 choses à faire pour cela. 1,
finaliser une charte avec les collectivités d'engagement comme l'État l'a fait de réduction des dépenses. Et 2, je l'ai là aussi annoncé il y a quelques jours, moi je mettrai en place un système de bonus-malus pour la dotation globale de fonctionnement des collectivités pour favoriser les collectivités qui font les économies sur le fonctionnement et pas sur l'investissement. Parce que celles qui l'ont fait ces dernières années sur l'investissement, elles ont juste réduit des commandes, en particulier dans le BTP, mais elles n'ont pas résolu le problème de leur viabilité financière. Et 2, je mettrai des malus dans le calcul de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement, aux collectivités qui ne respectent pas les délais de paiement, ce qui est un mécanisme d'incitation qui permet d'aller dans ce sens. Je vous devais cette réponse. Je suis favorable aux appels d'offres logiciels libres. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a généralisé ces dernières années. Moi-même, j'en ai passé plusieurs. Donc là-dessus, la réponse est oui. Sur les compétences aux communautés d'agglomération, les moyens... Bon, ce dont je parlais, c'est essentiellement les compétences transférées aux collectivités territoriales uniques plutôt qu'aux communautés d'agglomération. Les communautés d'agglomération, elles ont eu des compétences définies par la loi NOTRe. Je ne propose pas de revenir sur ce sujet, d'en rajouter ou de le modifier, parce que l'instabilité normative, elle fait qu'on n'arrive plus à fonctionner après de manière... je dirais, satisfaisante. J'ai dit simplement que dans le cadre constitutionnel actuel, je ne propose pas de modification de la Constitution, qu'on s'entende bien. Je souhaite utiliser l'article 73 pour pouvoir, sur des sujets réglementaires où c'est pertinent, avoir un principe de délégation qui passe par la loi et une habilitation. Cette délégation normative, elle se ferait vers la collectivité territoriale. Elle ne suppose pas des transferts de compétences, c'est un transfert réglementaire. Un transfert réglementaire permet de faire les choses de manière plus simple, plus adaptée à la réalité du terrain. Il n'a pas de coût budgétaire. Il a même vocation à réduire le coût économique pour les acteurs qui sont sur le terrain. Donc il ne nécessite pas des engagements ou des moyens supplémentaires, puisque c'est très différent d'un transfert de compétences. Vous allez donner à une collectivité la compétence en matière de transport ou autre. Là, je ne parle que de réglementation. Après, il est évident, et je ne vais pas vous mentir là-dessus, qu'il faut continuer l'effort sur les dépenses publiques, et en particulier sur celle des collectivités territoriales. Et il serait complètement démagogique de ma part de vous dire qu'on va préserver les collectivités territoriales de l'effort budgétaire, parce qu'on ne peut pas être à la fois pour la baisse des cotisations, des charges ou des impôts, et de l'autre côté, considérer qu'il n'y a pas d'effort sur la dépense publique à faire. Parce qu'à ce moment-là, on fait le choix implicite que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants qui payent cet effort. Ils ont déjà à payer 100% de dette publique, rapportée au PIB. Donc, il n'y a pas de finance magique, ça n'existe pas. Donc il est évident qu'il faut faire un effort sur les différentes dépenses publiques. Il y a 3 blocs, l'État, le social, les collectivités territoriales. Et je suis favorable à ce qu'on fasse un effort, à ce qu'on continue l'effort, et je le détaillerai début février, de manière homogène entre ces 3-là. La différence, elle est de méthode. Je souhaite que ce soit un engagement quinquennal, par le biais vraiment d'un pacte avec les collectivités, en donnant de la visibilité à ces dernières et pas faire des ajustements tous les ans, parfois même tous les 6 mois en baissant les dotations. Et qu'on inscrive cela dans une incitation, comme je le disais tout à l'heure, à investir ou à maintenir le niveau d'investissement et à ajuster plutôt sur les dépenses de fonctionnement qui peuvent l'être et sur la rationalisation de l'organisation. Vous en êtes un bel exemple, c'est-à-dire par le rapprochement des fonctions communales dans des structures qui sont plus efficaces et qui, lorsqu'on parle d'assainissement, lorsqu'on parle de transport, etc., se font beaucoup plus au niveau intercommunal de l'agglomération qu'au niveau simplement communal. Mais il faudra s'inscrire dans une dynamique quinquennale de réduction des dépenses. Sur le logement, c'est un vaste sujet, ce que vous évoquez. Il y a toujours des situations de fraude, il y a des impayés, il y a malgré tout la capacité hors trêve hivernale à donc expulser et à traiter ces dossiers qui n'ont pas de justification sociale sur le plan de l'accès au logement. Ce qui est vrai derrière, c'est qu'on a un dualisme du marché du travail entre le CDI et le CDD intérim qui a créé un dualisme de l'accès au logement. Entre les gens qui ont un CDI peuvent accéder au crédit immobilier, peuvent accéder au logement locatif, là où pour beaucoup qui sont en CDD ou en intérim, c'était le cœur de ce que vous disiez, ils sont bien souvent fragilisés dans cet accès. Bon. Ce que j'ai proposé, je l'ai évoqué il y a plusieurs semaines, et ce qui fait partie de mon programme, c'est de créer justement un bail précarité qui permet aux personnes physiques qui sont en situation de transit ou en situation plus fragile qu'un CDI, d'avoir des contraintes allégées, mais en même temps, du coup, des droits allégés en termes justement de contraintes de marché, pour pouvoir accéder au logement et accéder en particulier à la location.
C'est ce qu'on a su faire du côté de l'entreprise, il faut le faire du côté du particulier. Sinon, ce dualisme crée une expulsion complète de tous ces publics les plus fragiles de l'accès au logement. Et c'est ce que je porterai, indépendamment de la politique d'offre dans laquelle je veux qu'on aille plus loin. Vous m'avez ensuite interrogé sur les frais, oui c'était madame, sur les frais de plus en plus élevés, la contrainte liée au marché martiniquais, ce qui rejoint d'ailleurs la question qui a été posée un peu plus tard par vous, je crois, sur la continuité territoriale. Là-dessus, j'ai pris des engagements clairs qui sont en effet d'assurer la continuité territoriale sur le plan des transports et sur le plan de l'infrastructure numérique. Ce qui n'est pas forcément des moyens budgétaires pour l'État, soyons clairs. Ça peut l'être sur certaines lignes, mais c'est l'engagement que pour les différentes îles, il y ait une connexion à l'Hexagone, à l'ensemble caribéen, à la Guyane, par une politique de concurrence aussi adaptée. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans l'équilibre économique, en particulier de transport? C'est l'insuffisance de la concurrence entre les acteurs. Et c'est que quand un acteur, même un acteur du low cost s'installe et n'a pas de concurrent et que le marché n'est pas animé, il est en capacité d'augmenter les prix. Et vous avez tout à fait raison, ce sont les acteurs économiques ou les particuliers qui en sont les premières victimes. Et donc la réponse, elle se fait pour certaines lignes et certains créneaux, en effet, par une politique de subvention de continuité territoriale. Je suis tout à fait prêt à assumer qu'on est en train de travailler, c'est au cœur de la discussion que j'ai eue avec les deux présidents de collectivités, mais aussi par une politique de concurrence que nous n'avons pas voulu aujourd'hui mener à son terme, qui impose la création d'un concurrent, en tout cas une politique de prix raisonnable, quand il y a une situation de monopole de fait qui s'est établie. Et donc c'est en ce sens que je m'engagerai. De même, sur l'infrastructure numérique, le programme que je porte, c'est un programme, ce qu'on n'a pas réussi à faire ces dernières années. J'ai porté dans plusieurs véhicules législatifs une volonté d'aller plus loin en termes de couverture justement numérique, qu'il s'agisse de la 3G, 4G ou de la fibre. Maintenant, l'État doit reprendre la main dans les zones les plus difficiles parce que les opérateurs ne jouent pas le jeu. Et donc, c'est une politique là d'engagement de l'État dans les territoires qui sont les plus fragilisés par cela, parce qu'on ne peut pas parler de création d'activités, d'entrepreneuriat et de numérique quand on a une couverture, ce qui relève aussi de la continuité territoriale réseau, qui est défaillante. Vous avez raison sur vos deux remarques. Ce sont plus des remarques que des questions. Elles sont de bon sens. Et je trouve que vous avez parfaitement raison. Elles manifestent simplement le fait que la perception est une perception d'éloignement et que ce sont bien souvent toujours les mêmes entreprises qui sont prises dans les dites délégations ou les mêmes représentations, alors qu'il y a ici un avantage comparatif réel, celui de porter une langue, une activité économique et des valeurs au plus près de marchés dont la dynamique n'est pas la même que celle de l'Hexagone non plus. Et il faut en jouer à plein et permettre à ces acteurs d'utiliser, je dirais, le cœur de ce qu'est leur avantage comparatif. On était tout à l'heure dans une start-up de technologie environnementale. Son potentiel de développement de marché, il est beaucoup plus dans le reste de la Caraïbe, voire dans une partie du territoire américain qu'en Hexagone. Et donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui martiniquaises dont le modèle et les capacités d'expansion se font beaucoup plus en effet sur ces territoires que vers l'Hexagone. Et je dirais que ce que vous suggérez va pleinement en ce sens. Sur la labellisation et le sujet... Vous n'avez pas répondu sur la question des représentants. Si, j'ai dit les deux points, je suis favorable. Si. On n'a pas d'ambassadeur. Non, mais je vous ai dit que c'était deux remarques de bon sens auxquelles j'étais favorable. Donc... Pas chez nous, mais il y en a très constant. Il est très constant et l'ambassadeur de France. Oui, mais non, il y a l'ambassadeur de France en Afrique, je ne sais plus dans quel pays africain. Enfin, non, mais ça reste marginal, ce que dit madame. D'accord. Non, mais ce que je dis, c'est que, étant donné que nous sommes UEFA, ça serait logique que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, ou que sais-je, qu'il y ait au moins un ambassadeur de France qui soit originaire de ces... Ça ne peut pas être le seul critère, parce que c'est décidé pour des critères diplomatiques, mais vous avez raison que c'est aujourd'hui, en tout cas là-dessus, plutôt une aberration. Sur la convergence entre le public et le privé, question que... Pardon, non, je reviens, parce que j'avais dans l'ordre, zappé cette question. Sur la convergence entre le public et le privé, oui, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure dans ce qui concerne les risques et les charges. Oui, sur le point que vous avez évoqué, je porterai cette mesure en termes de carence, il faut harmoniser. Et oui, sur le système de retraite.
que je ferai converger ces systèmes de retraite vers un mécanisme plus transparent. Et j'aurai l'occasion d'en faire une annonce, mais c'est un élément justement de justice, de transparence, qui est la clé pour faire fonctionner notre système dans son ensemble. Sur la formation professionnelle et la labellisation, c'est pour ça que je vous interrogeais, sont les labellisations prévues par la loi de 2015. Ce que je propose sur la formation professionnelle est différent. Le fait qu'il faille une labellisation est une bonne chose. Le fait que ce soit une labellisation par des acteurs privés et qu'il soit une labellisation plus de qualité ou d'administration n'est pas au fond très utile. Ce que je veux faire avec la formation professionnelle, c'est plutôt de revoir en profondeur cette organisation. Aujourd'hui, notre formation professionnelle, elle correspond à 30 milliards d'euros de dépenses, publiques-privées, avec une efficacité très relative et avec un ciblage très défaillant. On forme beaucoup des gens déjà bien formés, on forme mieux les gens qui sont en CDI dans des grands groupes, on forme très peu des employés de TPE, PME, on ne forme pas des gens qui sont en intérim et très peu, hors le dernier plan lancé, les chômeurs. Or, le cœur du défi qui va être le nôtre, c'est la transition de notre économie et notre société. On va avoir des secteurs qui vont être profondément bousculés par le numérique, en même temps que des opportunités vont se créer dans d'autres parties de notre économie. La silver economy va se développer formidablement. Le département en est un bel exemple puisqu'il y a une population qui vieillit. Donc il y aura des créations d'activités dans l'innovation comme dans le service à la personne, donc qualifiées comme peu qualifiées. Le numérique crée en lui-même de l'activité, les services environnementaux vont en créer de plus en plus. Et puis de l'autre côté, les services bancaires, par exemple, vont être profondément impactés, vont détruire de l'activité à cause de la robotisation et de la numérisation, pour ne citer qu'un exemple. Donc le défi, c'est qu'on ait un système de formation professionnelle qui permette cette transition. Et on va devoir, dans le monde qui s'annonce, accepter de former nos concitoyens à 40, 50 ans, pendant parfois 2 à 3 ans, pour réacquérir une formation et complètement changer de secteur. Notre système n'est pas fait pour cela. Il n'est pas pensé pour ça, il n'est pas fait pour ça. C'est pour cette raison que je réforme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le système d'indemnisation du chômage et son organisation. Mais c'est pour ça que derrière, je veux vraiment, en rapprochant Pôle emploi des systèmes de formation, avoir un vrai système de qualification et de formation unique qui a vocation à faire le bilan de compétences pour toute personne qui entre au chômage, à pouvoir l'orienter s'il n'y a pas d'offre d'emploi possible à court moyen terme dans son secteur vers une autre formation et un autre secteur, et donc ce faisant, de pouvoir lui proposer une formation. Mais cette formation, ce que je veux, elle peut être dispensée par des acteurs privés, par un CFA, par une université, par une école d'ingénieurs. Vous allez voir d'ailleurs ce champ qui va s'ouvrir pour les acteurs publics et privés. Ce que je dois, et c'est la clé de voûte de ce secteur public, c'est le labelliser, mais en termes de qualité et de débouché. Et moi, ça m'importe peu de savoir si vous êtes ISO, je ne sais quoi, ou ceci ou cela. Ce qui m'importe, c'est savoir si les gens qui passent dans votre formation ont un emploi à la fin ou pas. S'il n'y en a pas, je ne financerai pas votre formation. S'il y en a un, elle sera financée. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évaluation de ces formations parce que le système de formation continue français sert à financer les organisations syndicales et patronales. Et donc, ceux qui prescrivent la formation sont ceux qui vivent en même temps de la prestation qui est donnée. C'est un système totalement incestueux, qui est inefficace économiquement. C'est là-dessus que nous reviendrons. Par contre, une petite parenthèse, est-ce que vous avez aussi axé le fait que nous sommes sous la coupe des OPCA? Non, parce que vous n'êtes pas... Oui, mais dans ce que nous réformons, vous n'êtes plus sur la coupe des OPCA. Parce que ce qui est dysfonctionnel, c'est que l'OPCA, elle prescrit la formation et parfois elle-même la prodigue. C'est ça. Bon, on donc fait quelque chose et puis c'est détourné. je sors de la gouvernance de cela, les organisations syndicales et patronales. Elles peuvent, si elles veulent, elles-mêmes fournir des formations et donc être votre concurrente, mais ça n'est pas elles qui orientent vers la formation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui ne va pas dans le système, c'est ce que je vous disais, c'est que ce sont les mêmes structures ou les mêmes acteurs qui préconisent la formation, orientent vers celle-ci, la dispensent et se financent dessus. Donc, c'est ça sur lequel je reviens. Je laisse les organisations syndicales et patronales, si elles le veulent, faire des formations. Certaines sont très bonnes. Vous prenez l'UIMM dans la métallurgie, donc, ils ont des très bonnes formations. Il ne s'agit pas de les casser. Par contre, je n'accepte pas, et donc je supprime dans ma réforme cela,
Je n'accepte pas que ce soit l'UIMM qui envoie les gens vers cette formation. D'abord parce qu'il n'envoie que des gens qui sont déjà dans la métallurgie. Or, j'ai besoin, moi, de pouvoir envoyer des gens qui sont dans les services financiers vers la métallurgie. Et ça, seul un service public peut le faire, parce qu'il faut une vision complète. Pas un service public pour réembaucher des fonctionnaires, un service public pour avoir une vision complète qui oriente et qui évalue. Et derrière, des acteurs privés ou publics qui sont labellisés en fonction de leur efficacité et pas de la conformité à des procédures. Dernier point avant de filer, l'administration centrale. Oui, mais pour moi, le cœur de la réforme, je l'ai déjà évoqué, que je porterai de l'État, c'est une réforme de déconcentration. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui considèrent que... Moi, j'ai été, c'était mon honneur dans la fonction publique, je connais bien l'administration centrale. D'abord, il n'y a pas de mauvaise administration centrale. Il y a de mauvais ministres ou des bons ministres. Je vous le dis franchement. Vous êtes tous des employeurs, vous êtes patrons. Si je commençais à vous dire votre employé est mauvais, la prestation que vous me donnez est mauvaise, c'est à vous que je parle, pas votre employé. Et donc l'administration, elle assure une continuité, mais à la fin des fins, c'est qu'il y a des ministres qui veulent gérer leur administration ou pas. Donc je ne tomberai jamais dans cet exercice de facilité, sinon il ne faut pas faire ministre. Mais un ministre, il est en charge de son administration. Donc si elle ne tourne pas rond, s'il n'est pas capable d'appliquer des réformes sur lesquelles il y a eu un engagement démocratique, c'est que ça n'est pas un bon ministre. Il y a des blocages, il y en a partout, si c'était simple. Mais la clé, c'est derrière de savoir gouverner. Ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas tout gouverner d'en haut. Et ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est qu'on a une administration centrale qui est en effet aujourd'hui trop grosse, là où la multiplicité des enjeux économiques, sociaux, éducatifs, sécuritaires sur le terrain est de plus en plus hétérogène. C'est pourquoi je suis favorable à un principe de déconcentration, c'est-à-dire de donner plus de pouvoir aux managers de terrain, qu'il s'agisse de l'université, de l'école, des agences régionales de santé ou des directeurs d'hôpitaux, qui ont les solutions bien souvent beaucoup plus pragmatiques, mais qui aujourd'hui perdent de la crédibilité, bien souvent, parce qu'ils doivent remonter à l'administration centrale pour avoir une solution uniforme ou avoir des gens qui vérifient ce qu'ils sont en train de faire. Il y a évidemment une vérification a posteriori qui doit se faire, ça doit être conforme aux orientations d'ensemble, mais après, il doit y avoir une plasticité, une adaptabilité beaucoup plus forte. C'est ça la philosophie que je veux porter, ce qui suppose de faire les efforts et donc plutôt les réductions sur l'administration centrale que sur l'administration déconcentrée. Voilà, messieurs, dames, je crois que je dois filer, si j'en crois les haussements d'épaule, mais je vous remercie pour votre attention. Juste un petit présent, et puis juste avant que vous filiez, M. Macron, nous savons que vous êtes déjà sensible au charme des TPE de la Martinique, et pour que vous ne nous oubliez point, voilà, oh là là, de charme, avec un grand présent qui, nous espérons, trouvera de la place. Oui. Voilà. Ok, super. Et je voudrais que vous fassiez une photo en dimension là, avec tout le monde. Bien sûr, derrière. oui. Hein? Allez, voilà. Vous mettez là au milieu, au cœur même de... Avec le bateau. Voilà. Je prends le bateau pour la photo.